Faut rester ouvert en fait, faut aller se renseigner, faut aller savoir un petit peu, connaître un petit peu le pays en lui-même, déjà commencer par sa géographie. Des pays sur lesquels si t'as pas un minima de notions géographiques pour les vendre sans y être allé, ça peut être catastrophique. Gros avantage, c'est que mon gros kiff du samedi matin, c'est de regarder des documentaires soit animaliers, soit de voyage. Bonjour à tous, bienvenue dans True Story, votre podcast au plus proche de la réalité, loin des vendeurs de rêves. Nous rencontrerons des personnes inspirantes comme vous, entrepreneurs, créateurs de contenu ou encore digital nomades. Ils vont nous raconter leur parcours de vie sans bullshit. Nous aborderons des thématiques sans tabou autour d'un échange libre et convivial. Mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Bienvenue à tous. Bienvenue dans votre podcast True Story. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons échanger sur des sujets qui, j'en suis sûr, vont vous intéresser et sûrement vous interpeller. Dans un premier temps, nous allons parler voyage et plus précisément production et achat. Comment l'univers du voyage s'articule ? Quels sont les différents intervenants ? Comment bien acheter et auprès de qui ? Quand on est professionnel ou un particulier. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous évoquerons un tout nouveau concept marketing qui a vraiment explosé ces dernières années. Le growth hacking. Tu te sens familier avec ce terme ou tu as l'impression que j'ai simplement éternué ? Que ce soit l'un ou l'autre, écoute bien le podcast jusqu'à la fin et tu pourras accéder à certains secrets de cet outil d'accélérateur de croissance. Pour évoquer cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Myriam Tiadi, ancienne acheteuse chez Voyage Privé et qui depuis ces dernières années est consultante avec son entité Objective Grow, qui accompagne les entreprises dans l'élaboration de leurs besoins principalement sur le digital et le numérique. Mais Myriam, c'est aussi une passionnée de voyage, des nouvelles technologies, une passionnée même tout court, on peut dire ça. Qui peut nous parler de n'importe quel sujet et le décortiquer pendant des heures. Je suis vraiment ravi de l'accueillir aujourd'hui dans les studios True Story. Myriam, comment vas-tu ? Bonjour Jonathan, ça va bien, merci. Je pense que c'est une bonne explication décortiquer pendant des heures. C'est ça. Par contre, le podcast, c'est un format long, mais on essaye de rester sur 45 minutes, 1 heure, donc je pourrais me permettre de t'arrêter de temps en temps. Mais en tout cas, c'est un plaisir vraiment de te recevoir aujourd'hui. Avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet sur ces différentes thématiques, chez True Story, on aime bien en savoir un peu plus sur le parcours de l'invité, sur son histoire. Est-ce que tu peux nous raconter la tienne ? T'es sûr, tu m'as limité là en termes de temps, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. Allez, je vais essayer de faire bref. À la base, je viens pas du voyage, je viens du secteur de l'événementiel. J'ai commencé très tôt à bosser dedans et je suis partie en Angleterre en 2005 pour apprendre l'anglais. Et quand je suis revenue, c'était quand même très compliqué de revenir dans l'événementiel. Et l'évidence, c'était d'essayer de mélanger ma volonté et mon désir de voyager avec tout ce que j'aimais dans l'événement, tout ce qui a été de l'ordre de l'organisation, de la production, etc. C'est pour ça que le tourisme est devenu un peu une évidence et j'ai commencé à bosser dans le tourisme au départ chez Switch, qui était un tour opérateur .com. Déjà en 2006 jusqu'à 2008, jusqu'à leur rachat. Après, moi, je suis partie au Canada. Au Canada, j'ai bossé pour un réceptif, donc tout ce qui va toucher l'aspect terrestre, ou en tout cas local, parce qu'il peut y avoir aussi des croisières fluviales, etc. Moi, je suis arrivée dans le tourisme un peu, pas par hasard, mais par second choix. Voilà, j'ai commencé ma carrière dans l'événementiel, et la crise de l'événement en 2005 rendant les choses un petit peu plus compliquées, je suis partie voyager un peu en Angleterre afin de m'améliorer dans la langue de Shakespeare, où je me limitais très clairement à Hello et Good Morning. Et ça a été formidable et ça m'a donné le goût du voyage. Et quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à travailler dans le tourisme parce que ça réunissait un peu
mon amour du voyage et mon amour de l'événement, avec tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, de la gestion de projet, etc. Donc je suis rentrée chez Switch où j'ai commencé en plateau commercial avant de basculer sur la production. Et la prod étant déjà ce que je faisais en événementiel, je me suis retrouvée un petit peu dans le même type de contexte. Et après l'expérience Switch, je suis partie en Amérique du Nord, où là j'ai découvert un petit peu d'autres méthodes de travail, et, où je me suis énormément enrichie de mon expérience au Canada et aux États-Unis. Et à mon retour en France, j'ai intégré une super entreprise où j'ai quitté la région parisienne, parce que je viens de région parisienne et j'étais revenue en région parisienne, et qui a été une de mes plus jolies expériences, j'ai envie de dire, et j'ai intégré le voyage privé pendant 4 ans. Donc, Alors, stop, Myriam. Juste avant d'enchaîner sur voyage privé, parce que ça va être la partie la plus intéressante et qui concerne vraiment la thématique voyage et production, est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail sur ton histoire? Parce que tu sais, chez True Story, on aime bien savoir un peu plus sur l'invité, mais même comment il a grandi, comment il a évolué depuis petit, parce que c'est souvent ce qui nous forme, hein, et ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux, il y a ce voyage que tu as eu en Angleterre, donc est-ce que tu peux nous recontextualiser déjà au niveau de tes études, où tu as grandi? Est-ce que tu as grandi en Île-de-France? Parce que là tu nous as dit que tu étais oui. parti dans le sud. Voilà, un petit peu savoir plus sur ton contexte familial, sans dire tous tes secrets, mais voilà, te connaître un petit peu plus, tu vois, comment tu as grandi, comment tu as évolué, avant vraiment de mettre le pied dans l'événementiel, ou tout simplement de vouloir partir dans un pays anglophone pour perfectionner ton anglais. Comment Myriam, elle a grandi au sein de sa famille? Comment Myriam elle a grandi? Elle est initialement deuxième d'une fratrie de trois, donc avec la position un peu celle qu'on appelle un peu rebelle, voilà, surtout dans la période d'adolescence. J'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai fait une grosse partie de toute ma scolarité à Ivry-sur-Seine. Et donc dans un environnement qui était très axé culturel et très sport aussi, parce que Ivry à l'époque était une ville qui était très bien placée au niveau national au handball notamment. Donc j'ai grandi avec ce type de valeurs, en fin de compte, des valeurs très sportives, où moi-même je pratiquais différents sports. Et avec voilà, je ne sais pas trop quoi te dire de plus. J'ai fait très peu d'études, moi. J'ai arrêté mes études très tôt. J'ai pas été diplômée tout de suite. J'ai fait une équivalence, j'ai pris des cours à la mairie de Paris. C'est très intéressant de savoir ça, tu vois, ça prouve on peut faire aussi une belle carrière sans avoir tous les diplômes, tout le package. Ouais. Attendu, ouais. En plus, moi, j'ai repris mes études très tard, hein. Et bah, tu le sais, hein, tu l'as vécu à l'époque. Ça devait être, je crois, en 2018 où j'ai repris. Je fais une licence à la Sorbonne. Et je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que ceci est vraiment représentatif d'ailleurs de ma manière de penser. C'est qu'en fait, on ne doit pas se poser de limites. Voilà. Et ouais, je sais plus. Je crois que c'était vraiment 2018. Et oui, je m'en rappelle même pas en fait. C'est que c'est quelque chose qui m'a tellement tenu à cœur pendant des années de me sentir valorisée au travers d'un diplôme. Et en plus, bah, je n'ai pas choisi n'importe quelle école. Et en fin de compte, bah, j'en ai complètement oublié en quelle année c'était. Et je retrouve même pas mon diplôme chez moi, quoi. Ah oui, d'accord. On en est là. Mais j'ai 12 copies, tout va bien. Mais voilà, comme quoi, c'est des fois, ouais, faut pas se limiter, en fin de compte. Il faut essayer d'acquérir peut-être de l'expérience différemment. Après, on est dans une société où, bah oui, enfin, les diplômes, c'est un besoin à un moment donné. C'est compliqué d'intégrer certaines entreprises quand on n'a pas, même si les entreprises sont de plus en plus ouvertes d'esprit. Donc voilà, donc toute ma scolarité à Ivry. Moi, j'ai passé un bac+2 avant d'intégrer le monde du travail. Et ensuite, bah, ce qui n'était pas énorme en termes de qualification comparativement à ce qui est attendu la plupart du temps dans les entreprises, donc ça n'a pas forcément été évident. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va recommander qu'on fasse des études plutôt qu'à l'inverse. Et même si je suis convaincue et je reste persuadée qu'il y a il y a mille et une solutions, il y a plein d'équivalences qui existent, etc.
Et comme tu le sais, j'ai des années plus tard repris mes études. Il me semble que c'était en 2018 où j'ai passé une licence à la Sorbonne parce que c'était un vrai besoin personnel. Ouais, t'as pas choisi n'importe quelle école, hein. Non, j'ai pas choisi n'importe quelle école et d'ailleurs c'était très drôle parce que quand je suis passée devant le jury pour ma licence, ils m'ont dit pourquoi vous avez pas fait le master et je leur ai dit parce que je voulais être sûre de l'avoir en repartant. Ah oui, d'accord. Et c'était leur première question en plus. Ok, ça te met dans l'ambiance. Ça mettait un peu dans l'ambiance, ce qui les a fait rire en même temps, ce qui les a fait sourire. Et ça a été une super belle expérience. Enfin, moi, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Et je pense fondamentalement qu'il faut absolument pas se mettre de limites et qu'il faut sortir des clous, il faut se dépasser, voir plus loin que le champ des possibles. Et ne pas hésiter, en fait. Il faut oser dans la vie. Et parce qu'en fin de compte, on n'a pas grand-chose à perdre. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut y aller, il faut mettre un pied devant et on a zéro risque si ce n'est le succès et la réussite. Donc du coup, tu as repris tes études un peu plus tard. Comment tu as réussi à mettre un pied dans le monde du travail et en plus dans le monde de l'événementiel qui est quand même un domaine assez particulier? Comment tu as réussi à enfoncer les portes sans bagage, sans diplôme? Alors, justement, c'est là où il y a un truc que je recommande vraiment, vraiment à tout le monde, c'est de s'impliquer dans le monde associatif. Moi, Ok. c'est en venant du monde associatif, je faisais partie d'une asso qui organisait les randonnées du vendredi soir en roller, donc Paris Roller. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'événementiel avec la boîte qui était la régie événement de Paris Roller. Et où je me suis régalée à une période mais juste fabuleuse. Donc on est début des années 2000. Et je suis très jeune moi, à ce moment-là, hein, j'ai 18 ans quand j'intègre ce monde-là. Et j'ai eu la chance de vivre des expériences mais extraordinaires en événementiel, quoi, en commençant déjà de base à faire du tracting, de la distribution de tracts sur les randonnées, jusqu'à gérer une équipe, et évoluer un peu là-dedans, bosser en tant qu'assistante de prod. Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer les gens au bon moment, pas de saisir les opportunités, mais de les déclencher, de faire en sorte de beaucoup travailler mon réseau. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, assez naturellement, j'ai beaucoup bossé pendant les 20 dernières années. C'est l'expansion de mon réseau parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se partager les uns les autres et que on peut faire énormément ensemble. Et que beaucoup de gens, je sais, n'ont pas trop tendance à partager leurs contacts, etc. Moi, mon carnet d'adresses, il a toujours été open, quoi. Au contraire, c'est comme ça qu'on aide les gens à s'enrichir et qu'on s'enrichit aussi. Ouais, je suis convaincu également sur la performance du développement de son réseau. Et c'est en échangeant qu'on s'enrichit au maximum, hein. Mm. C'est un très bon conseil qu'on va mettre en pratique et qui t'a servi toi, clairement, dans ton parcours. Euh, donc dans ce milieu associatif qui après te permet de mettre un pied dans le monde du travail. Mm. Et c'est après ce moment-là que tu pars en Angleterre? Alors, la crise de l'événementiel débutant en 2005 et la complexité d'avoir des postes de chargé de prod avec mon âge m'a poussée à partir et le fait qu'on travaillait beaucoup plus sur l'expertise que sur... euh, on avait plus... C'est pas qu'on travaillait plus sur l'expertise, c'est qu'on recherchait des personnes qui avaient une certaine expertise plus que des couteaux suisses. Et moi, je suis plutôt un couteau suisse. Donc, et l'anglais était nécessaire. Et moi, en anglais, je me limitais à Good morning. Mais tu sais que t'es pas la première qui nous le dit. On a reçu une autre invitée, Linda Benzit, que je salue, qui, pareil, a eu cette expérience-là avec la reprise de ses études, là pour le coup, qui s'avérait être après en anglais. Et elle avait uniquement, comme elle disait, un anglais vacances. Ouais. Donc c'est très complexe. Et ça, c'est un sujet qui revient souvent. On a pourtant des cours d'anglais depuis le collège, donc on sort avec un minimum d'études, au moins à 7-8 ans d'anglais, mais on est quand même dans un contexte où en France, il faut absolument s'expatrier quelque temps, même quelques mois, pour pouvoir maîtriser cette langue. Là, je pense qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là et qu'il faudrait
décortiquer peut-être les méthodologies d'apprentissage. Hein. Et donc c'est une très bonne chose et la plupart des personnes qui vont gérer une langue, c'est en étant parti dans le pays. Donc toi quand tu pars, c'est quoi? C'est avec un pied-à-terre là-bas ou j'y vais, je vais voir comment ça se passe sur place et mon objectif premier c'est de revenir avec un bagage de langue pour me revendre après demain dans le monde de l'événementiel, que ce soit en France ou à l'international. C'est quoi ton premier objectif? Faut le faire quoi. Ouais. Alors, c'est un peu une opportunité qui m'a fait partir. C'est que j'ai une cousine éloignée qui partait en voyage pendant un mois en Australie et elle m'a loué sa chambre, enfin, elle m'a dépanné sa chambre à moindre coût, si tu veux. Je payais peut-être les frais d'électricité que je pouvais avoir pour à sa place, etc. Et c'est comme ça que je débarquais en Angleterre. Alors, ça allait être éphémère au départ et je m'y suis plus. Enfin, je m'y suis plus en ayant très faim, en me déplaçant principalement à pied parce que les transports étaient très chers, à un boulot qui était à peu près 45 minutes à pied, où je finissais à 23 heures. J'ai envie de dire que c'est un peu la détermination et la volonté d'acquérir la langue qui m'a fait rester et la volonté d'acquérir de nouvelles expériences en fait et de me dépasser moi-même. Donc voilà, ça a été... Et j'aimais cette langue en fait. Dès le départ, j'ai aimé cette langue. Ça a été... c'est chantant, c'est joli. Et puis, il y avait quelque chose à Londres, moi, qui me faisait du bien. Il y a un énorme aspect nature. Moi, j'étais en banlieue londonienne. Donc, beaucoup de parcs autour, des petites maisons en résidence très cultes. Enfin, tout ce qu'on peut voir un peu dans les films. Je retrouvais un peu ça. Et puis même, c'était le fait de me découvrir moi-même. Peut-être. C'était aussi ça, je pense, cette volonté de partir. Quand tu pars dans un pays totalement étranger, avec une culture différente, avec un environnement complètement différent, c'est sûr que ça ouvre l'esprit énormément. Et tu le disais sur le voyage de manière générale, là c'est encore plus poussé parce que c'est pas juste que dans le cadre de vacances, c'est une installation. Donc c'est sûr que ça forge et tu reviens remonter à bloc quand tu rentres dans ton pays natal. Donc du coup, tu fais cette expérience en Angleterre. Et là, tu rentres remonter à bloc pour te non, même revendre. Pas. Non, mais je suis rentrée. Alors c'est drôle parce que je suis rentrée au bout de 9 mois. Okay. Et je me suis réveillée un matin et je me suis dit, c'est fini. Ok. Vraiment, j'étais dans mon lit comme ça. Je me suis dit, c'est fini, je rentre. Hop, j'ai plié mes bagages, j'ai posé ma démission. 2 semaines après, je suis rentrée en France. Et je faisais un petit boulot de restauration là-bas. Et ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et puis bon, c'était un secteur d'activité que je connaissais un petit peu. Et je suis rentrée, j'ai échangé avec des potes. Je m'en rappellerai, mais alors, toujours. Je suis en terrasse d'un café, j'ai échangé avec un couple d'amis. Je leur dis que bon, bah, falloir que je me mette à bosser vite, quoi, parce que je ne suis pas rentrée avec des milliers et des cents d'Angleterre. Et je dis, faut que je bosse, voilà. Et puis ils me disent, qu'est-ce que tu veux faire et autres, qu'est-ce que tu cherches, quoi, et de quoi tu as envie. Et démarche quand même superbe. Enfin, quand tu as des amis qui te regardent, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie, en fait, vers quoi tu veux aller. Là, je me suis dit, bah écoutez, si je pouvais retourner dans l'événement, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Je réfléchis à un secteur d'activité qui pourrait me rapprocher un petit peu de ce que j'ai pu vivre ou de ce que j'ai pu aimer de l'événementiel. Et de là, j'ai un pote qui me dit, tu serais branché de bosser dans le tourisme? Il y a une boîte qui recherche des personnes pour bosser sur le plateau de réservation. Alors à l'époque, ça cartonnait les plateaux. Et je dis, bah pourquoi pas? Voilà, c'est quoi le job, ça consiste en quoi, etc. Bon, c'était assez intense et rude. Hein. J'ai intégré Switch à l'époque, donc, qui était le site partirpachère.com notamment, entre autres, qui était un touropérateur.com. Et je commençais à bosser sur le plateau de réservation. Ambiance dure, mais ambiance aussi très sympa. Enfin, hein, je me suis fait des potes que j'ai encore aujourd'hui. Et ça m'a... pas mal forgé, j'ai envie de dire. C'était quand même une des expériences les plus... qui nécessitent le plus de dépassement et de contrôle. Ouais. Fallait pas trop avoir un sang chaud sur le plateau, quoi. Parce que là t'étais du coup du côté vente. T'avais les clients en ligne avant de passer, on y reviendra après sur la partie achat. Tu gérais toutes les demandes entrantes des calls. Exactement. On était un plateau d'appels entrants.
Et au bout d'1 an, je suis passée à la production. Ok. Ouais. Je suis passée à la production, j'ai cherché une assistante prod. J'ai posé ma candidature en interne et ça a été validé. Je suis passée côté prod. Je commençais à bosser sur toute la revente au départ, avant de bosser sur de la production interne. Et j'ai commencé à vraiment aimer ce que je faisais. C'est vrai que quand on est à la prod, bon, à l'époque c'était encore plus le job de rêve. Enfin, je pourrais refaire une parenthèse après si tu veux là-dessus, parce que la prod c'est toujours un peu vu comme le job de rêve. Moi je le vois auprès des étudiants. C'est idéalisé quoi. Et bon, c'est plus comme avant. Mais par contre, il y a plein de belles choses à faire encore et plein de belles expériences à avoir. Mais il y a plein d'autres métiers, je pense que vers lesquels aussi il faut s'ouvrir. Et moi, bon, j'ai intégré la prod chez Switch à l'époque, je me suis régalée. Puis en plus, j'ai bossé avec des personnes fabuleuses. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que toutes les rencontres que j'ai pu faire m'ont amené en fin de compte à ce qui se passait après. Voilà. Ma directrice de prod chez Switch, par exemple, c'est elle qui m'a mis dans un avion pour le Canada, quoi. Ah oui, d'accord. Tout est lié en fait dans ta destinée, Mais des gens que tu as totalement. rencontrés en amont. Totalement. Comme Totalement. quoi le réseau, ce que tu disais tout à l'heure, hein, le Mm, réseau et garder un lien sain avec les personnes que tu rencontres et avec qui tu crées des affinités, mm. c'est hyper important. Alors, c'est hyper important et je pense même sain, je pense que tu as employé le bon terme en fait. Et voilà, et je pense en effet que le plus important, c'est d'avoir des relations saines, qu'on soit d'accord avec les gens, qu'on soit pas d'accord, qu'on ait des moments de conflit, de désaccords violents ou pas, enfin verbalement. Hein. Ce qui importe en fin de compte, c'est d'avoir, quelle que soit la relation, de toujours respecter la personne en face. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être en phase avec, on peut être totalement en désaccord, ou lui dire qu'il fait bip, hein, mais toujours respecter la personne en face. Et je pense que c'est ça qui fait que, parce que moi, il y a des personnes avec lesquelles on a été en relation professionnelle et on s'est mis en contact mutuellement avec d'autres personnes, alors qu'on a eu des engueulades, mais phénoménales, quoi. Mais je suis restée telle que j'étais et les gens avec moi sont toujours restés tels qu'ils étaient. Donc c'est Bien peut-être sûr. aussi ça. Ouais, clairement, l'authenticité, Mm, ça porte ses fruits dans tous les cas. Donc tu passes du côté production, mm, donc qui est un métier complètement différent, où totalement. tu t'épanouis quand même beaucoup plus. Mm. Et tu achètes du voyage, tu crées et montes les produits. Alors au début, je suis sur la revente. Donc ce sont d'autres tour opérateurs ou d'autres acteurs qui créent les produits et nous, on les revendait sur le site. Donc voilà. Et puisque tu as différentes manières hein, de commercialiser, tu vas commercialiser les produits que toi, tu vas contracter. Soit que tu vas contracter et que tu vas vendre, par exemple, si tu négocies uniquement sur un seul hôtel. Ou que tu vas packager toi-même avec d'autres hébergements afin de créer par exemple un circuit Mhm. hein, ou un combiné. Et tu vas avoir toute une autre partie de ta production qui peut être de la revente, où tu vas revendre d'autres acteurs du secteur. Au début, moi, je gérais la revente, ce qui était plus simple. Et bon, je travaillais sur tout le fond, quoi. Enfin, oui, je renégociais, je voyais les tarifs de manière à être en ligne avec le marché, de manière à obtenir de meilleures marges. Puis alors, c'était assez intéressant parce que le fait de commencer avec la revente, si tu veux, ça te permet d'être assez serein, quoi. Enfin, tu vois, t'es pas en train d'aller chasser de l'hôtel, t'es en train de chasser du produit qui existe déjà, tu vas faire tes benchmarks plus facilement, t'es sur, t'es sur des produits où t'as pas toute la construction à faire. Voilà, t'es pas en train d'aller chercher la pépite, tu vas aller plus chercher le produit qui va marcher, quoi. Voilà, qui va marcher et qui va vendre et où en plus t'as pas trop grand chose à faire, à part vendre et puis après envoyer tes réservations directement à l'acteur concerné et lui va gérer toute la partie terrestre, Mm. potentiellement l'aérien s'il y en a, ou alors tu vas toi-même acheter que le terrestre auprès de ton fournisseur et contracter ton aérien et packager derrière. Ce qui va être plus simple en termes de production que si tu montes des programmes entiers tout seul. Voilà, et puis qui va pas demander le même boulot. Et moi, je me bossais sur des marchés qui étaient très différents.
parce que je bossais beaucoup avec un fournisseur qui proposait des circuits. Donc des circuits en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et pas évident quand il n'y a jamais mis les pieds en plus. Euh, Oui, c'est clair, c'est parce que là, tu étais en production, en gérant un portefeuille de destination qui était assez éclectique, sans forcément aller dans la destination, parce que comme tu le disais, tu sous-traitais avec un tour opérateur, donc mm, c'est pas toi vraiment qui est au cœur de la prod. mm. Comment on fait pour connaître tel circuit, telle destination, quel est l'hôtel le plus intéressant par rapport à un autre? Comment on se situe quand on achète à un revendeur? Ah ben, les bouquins, la télé, Internet, les magazines. Faut rester ouvert en fait, faut aller se renseigner, faut aller savoir un petit peu, connaître un petit peu le pays en lui-même. Déjà commencer par sa géographie, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des pays sur lesquels si t'as pas un minima de notions géographiques pour les vendre sans y être allé et avoir fait pratiquer certaines routes, ça peut être catastrophique, clairement. Et surtout, au départ, moi, je me suis beaucoup reposée sur la connaissance et la maîtrise de mes fournisseurs, qui m'ont pas mal formée au départ. Après, moi, je me suis aussi auto-formée de mon côté. Et puis après, mon gros avantage, c'est que mon gros kiff du samedi matin, c'est de regarder des documentaires, soit animaliers, soit de voyage. Donc, Là, tu étais dans la thématique avec le voyage. Peut-être un c'est peu ça. moins animalier, mais quoique. Détrompe-toi, détrompe-toi. Voyons, les safaris en Afrique. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais. Et, euh, et c'est vrai que, bah d'ailleurs, parlons des documentaires. Moi, c'est des choses qui m'a le plus servi. Mais vraiment. Mais à tous les niveaux, que ce soit justement les documentaires, soit sur les destinations, les chaînes de télé très orientées hôtellerie, etc. Parce qu'on en apprend énormément. Que ce soit aussi bon, bah, la recherche internet, etc. Enfin voilà, le but c'est faut se renseigner quoi. Et puis et surtout un truc, faut pas se limiter sur ce sur quoi on se renseigne. Le problème, enfin je reviendrai je pense, mais 10 fois là-dessus, c'est le problème qu'on peut rencontrer la plupart du temps, c'est quand on se limite. Ouais, je me renseignais pas mal sur ok, quel était le fonctionnement du pays, quelles étaient leurs volontés, combien représentait le tourisme en termes de PIB, enfin tout ça. Voilà, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de développer, est-ce qu'ils ont une orientation plus nature ou une orientation plus tourisme de masse, qu'est-ce qui peut se faire sortir un petit peu du lot. Voilà, et donc je commençais déjà, en fait, à l'époque où je faisais de la revente, à avoir une orientation vraiment production. Et chez Switch, à l'époque, j'ai bossé sur de la prod, mais principalement sur une seule destination, donc plus limitée que sur la revente, où j'étais sur la Grèce. Et alors plus limité, mais en même temps la Grèce, on est juste sur un portefeuille énorme en termes d'îles. Euh, en même temps, c'était cool de commencer avec la Grèce parce que bon, c'était pas trop loin. C'est génial à découvrir. Enfin, moi, et t'es toujours surpris en Grèce parce que t'as tellement de richesses à tous les niveaux, quoi. Enfin, t'as des plages extraordinaires, t'as des eaux qui sont juste spectaculaires, qui sont totalement différentes d'une île à une autre. L'eau à Corfou, c'est pas la même qu'à Rhodes. La puissance des vagues n'a rien à voir. Des îles comme Kos, comme Santorin, on est à des années-lumière, on peut pas les comparer. On a l'impression d'être dans deux pays différents, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de blanc et de bleu, ce qui est très représentatif des couleurs qu'on retrouve en Grèce. Et puis tu as tout cet aspect culturel qui est fabuleux et avec lequel on a grandi quelque part. Donc, destination un peu simple quelque part, parce que justement, elle me parle. Elle me parle, je l'ai étudiée, j'aime son histoire, je la trouve passionnante. Et je pense que c'est ça aussi qui t'amène à mieux maîtriser, mieux connaître. Tu vois, c'est tout l'intérêt que tu vas porter aussi au pays. Après, je dis pas, moi, il y a des pays que j'ai vendus, enfin, que j'ai achetés, pardon, sur lesquels j'ai négocié, mais j'étais totalement dans le rejet au départ. D'accord. J'étais totalement dans le rejet. Et au final, ça a été certains de mes plus beaux coups. Ah oui, ça c'était toujours dans le cadre quand tu étais chez Non, Switch ou... non, ça c'était plus tard. C'était plus tard, parce que quand j'ai quitté Switch, bah, je suis partie en vadrouille. Hein, et c'était pas simple d'enchaîner après. J'ai bossé 2 ans, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans. Mais ça a été fabuleux. Et malgré toute la difficulté, moi je pense que les expériences qui sont parfois les plus difficiles sont aussi des fois les plus enrichissantes. C'est Switch, hein, quelque part, qui m'a ouvert les portes de voyage privé. Et puisque c'était une boîte qui était hyper. Comment on dit, tu sais,
constructrice, enfin formatrice. Mmh. Voilà. C'était très formateur comme expérience. Et mais avant de rejoindre Voyage Privé, je suis partie au Canada. Je bossais pour un tour opérateur, réceptif canadien. Et où là, le marché canadien, états-unien, ça a été une grosse découverte, ça a été un gros coup de cœur. Hein. Les États-Unis, ça a été vraiment, vraiment le gros coup de cœur. Je pense qu'une des destinations que j'ai le plus aimé travailler parce que elle était en tout cas des plus complexes, c'est les États-Unis, quoi. Et donc voilà, je suis rentrée au bout de 2 ans pour des raisons de visa. Ok. Et T'as pas réussi à avoir ta carte verte? non, j'étais à Montréal moi, donc Ok. ça aurait été plutôt ma résidence canadienne, mais je serais bien restée. Hein. Moi, j'aurais eu envie de faire ma citoyenneté, d'avoir mon petit passeport canadien. Mais la vie, on a décidé autrement et je suis rentrée en France. Et en novembre de l'année suivante, ouais, j'ai intégré Voyage Privé. Enfin, je suis partie à Aix-en-Provence et j'ai intégré Voyage Privé. Et ça a été 4 ans, ouais, je crois que c'est 4 ans que j'ai fait chez eux là. Et une superbe expérience. Enfin, difficile au début et en même temps, enfin, difficile comme toute boîte en fait, quand t'arrives, tu dois te retrouver tes marques. Puis c'était un mode de fonctionnement un peu différent. Enfin, on travaillait sur la vente flash. T'es sur autre chose. Quand t'es sur du contracting pour un réceptif ou pour un tour opérateur, t'es sur du contracting annuel, t'es pas du tout dans le même rythme, quoi. Là, c'est de la vente flash, faut se renouveler tout le temps, tu négocies sur plein de pays. Bon, au début, ça allait parce que je suis arrivée sur le pôle moyen courrier. Donc, j'ai eu la Grèce. Forcément. J'ai retrouvé mes premiers amours. J'ai eu la Grèce, j'ai eu l'Égypte. Je sais plus, j'avais 2 autres petites destinations, mais qu'au final, je n'ai pas beaucoup développé au début parce que j'étais très très prise sur des destinations comme la Grèce et l'Égypte. Mais tu vois, c'est assez drôle parce qu'on se retrouve sur 2 destinations qui ont une histoire qu'on connaît un peu, voilà, et qui moi me passionne. Enfin, les deux, j'adore, et du coup, c'est vrai que j'avais une fibre peut-être qui allait vers celle-ci, et en même temps, c'était celle qui était disponible, hein, parce que j'étais pas toute seule. Et j'ai fait 1 an au pôle moyen courrier avant d'intégrer le pôle long courrier, où là, j'ai retrouvé les États-Unis, le Canada et plein d'autres pays. Je crois qu'à un moment donné, chez Voyage Privé, je gérais un portefeuille de entre 24 et 26 destinations. Ouais, et en même temps, c'était en pleine croissance. C'était un moment où tu pouvais encore gérer au début des portefeuilles comme ça. Et après, quand t'arrivait le moment où ça faisait trop, j'ai pas hésité à le dire à ma direction. Hein. Je vais leur dire les gars, je pense que je peux faire un burn-out si ça continue. Je me regardais, on était un peu justement en train de discuter de ça. Ça tombe bien que tu nous en parles. On est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut diminuer ton portefeuille. Et c'est pour ça que je dis, ouais, t'as une expérience, des fois, tu vois, c'est un peu difficile. Bon, tu cravaches pendant 1 an avec un gros portefeuille, mais en même temps, t'as des boss qui, de l'autre côté, sont aussi en train de réfléchir à comment t'alléger parce qu'ils voient que là, c'est en train de grandir. Et ça, c'était formidable parce que je suis passée de autant à. Ils ont commencé à me réduire le nombre de destinations que j'avais. Et puis, j'avais des trucs. Russie, États-Unis. Ouais, complètement. Voilà, complètement différent. J'avais un bout de l'Afrique, j'avais de l'Amérique du Sud, j'avais une partie de la Rêve-d'Homme. Ça fait en effet beaucoup. Et comment on fait du coup quand on gère une vingtaine de destinations comme ça pour bien acheter, pour toujours avoir les bons deals? Comme tu le disais tout à l'heure, c'est en flux tendu. Donc là, les ventes flash, c'est constamment qu'il faut être compétitif, qu'il faut avoir la pépite, justement, là, que tu recherches tout le temps. Comment on fait pour bien acheter? Est-ce que c'est lié à son réseau? Parce que comme tu le disais, tu avais tes entrées déjà bien sur la Grèce. Ou c'est du one-shot? Comment on fait pour bien acheter quand on est chez un géant comme Voyage Privé? Alors là, tu sais, chez True Story, on recherche les secrets, les hacks. Donc voilà, nous, on veut savoir comment on fait. Alors, c'est particulier parce que là, ce que moi je vais t'exposer, c'est ma vision. C'est pas la vision de tout le monde. C'est pas forcément la vision de l'entreprise en elle-même. Voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses. Quand je suis arrivée, donc je te disais sur la Grèce, j'avais un petit portefeuille, mais par contre, quand je suis arrivée sur les États-Unis, j'en avais déjà un petit peu plus gros, hein, vu que j'avais pas mal bossé sur le marché nord-américain.
Et c'est là que ça a été intéressant, d'autant que les États-Unis, c'est une destination hyper compliquée. Hyper compliquée. Ça devient beaucoup moins maintenant parce que ça s'est beaucoup plus démocratisé d'acheter, d'être un acheteur français ou européen sur les US. Mais la France, c'était pas un pays qui ramenait énormément de business aux États-Unis, quoi. C'était minime. Et donc, il a fallu développer tout ça. Je bossais donc sur cette vingtaine de marchés. T'es obligé à un moment donné de faire des choix. Moi, j'avais une grande chance, c'est que j'avais beaucoup bossé sur les circuits en Amérique du Sud. Donc, je connaissais déjà bien le sujet. Donc, je savais déjà très très bien ce qu'il fallait que j'achète et comment il fallait que je l'achète. Donc ça, si tu veux, c'était un peu mon business secondaire. Parce qu'en plus, tu bosses aussi en fonction de ce que ça représente dans ton nombre de ventes flash, tu vois. T'as des destinations qui peuvent être plus ou moins représentées. On le voit, hein, c'est pas un secret, hein, tu le vois. Hein. Tu t'abonnes, tu regardes toutes les semaines ce qui est vendu. Voilà. Parce que c'est des destinations qui sont peut-être, pour certaines, moins demandées, plus demandées, c'est pas les mêmes budgets. Je pense que n'importe quel site, si tu veux, il va pas proposer un voyage à Hawaï ou un voyage en Polynésie. Et ça va pas être son fer de lance pour faire du gros chiffre, quoi. Parce que ça reste des voyages qui sont plus onéreux, qui sont plus difficiles à contracter aussi, et qui ont une saisonnalité particulière, etc. Donc tu fais des choix, tu t'organises par rapport à ce que tu connais, mais aussi par rapport à ce qui marche. Faut pas oublier que ton objectif, c'est de répondre à une demande. Certes, à une demande client, mais aussi et surtout à une demande de ton entreprise, des orientations de ta direction qui veulent développer ci, développer ça. Après, moi j'ai plutôt eu de la chance parce que j'ai développé des fois des trucs qui n'étaient pas censés être développés et c'est passé. Et de toute façon, moi, à l'époque, on avait, parce que je ne sais pas du tout comment c'est maintenant, on avait une direction qui suivait et qui, si tu avais des idées qui pouvaient être pertinentes et qui pouvaient vendre, ok, banco, vas-y, quoi. Et là-dessus, c'est vrai que cette chance-là, quelque part, d'avoir été au bon endroit, au bon moment, en tout cas, moi, mon expérience, elle aurait peut-être pas été la même des années avant ou des années plus tard. Et ça a fait que je me suis régalée. Puis j'ai énormément voyagé. Quand je bossais à la fin, j'avais 4-5 destinations. Donc, quand ils m'ont limité en desti, je suis passée États-Unis, Canada, UAE. Émirats. Merci. Les Émirats, Émirats Arabes Unis. Mascate, Oman, merci, on peut faire un quiz. Et j'avais encore ma petite Sophie la girafe, mon gros bébé, qui était le Kenya et la Tanzanie. Okay. Et jusqu'à ce que ça me déchire le cœur et qu'on le donne à un autre acheteur. Voilà. Oui, parce qu'après on crée des liens forcément avec les fournisseurs, avec la destination en elle-même. Complètement. Et on a nos affinités. Avec une desti plus qu'une autre. Donc c'est sûr que ça doit marquer de gérer une destination, c'est un peu faire partie de la destination. Ouais. Ah ben c'est un peu ça, et puis c'est... moi le Kenya, ça a été... Waouh, je peux pleurer, c'est super dur. Ça a été une vraie histoire d'amour en fait. Ça a été hyper intense. Dans le sens où au Kenya, il y a eu... je bossais déjà sur le Kenya, et quand il y a eu l'attentat qui a eu lieu à Nairobi, moi j'ai un couple de mes meilleurs amis qui habitaient là-bas, avec leurs 2 enfants. Et qui en plus, je crois, sortait du centre commercial genre 1 heure avant, quoi. Et je sais plus, je crois que c'était en 2013. Et en fait, quand il y a eu l'attentat, le Kenya n'était plus trop distribué, on n'avait pas le droit d'atterrir. Ça a été limité par le MAE, le ministère des Affaires étrangères. Et en fait, l'été qui a suivi, j'ai ce fameux couple d'amis qui vient à la maison. Et on discute, on échange sur le pays, sur la politique du pays, sur son économie, sur comment ça fonctionne, etc. Et là, j'ai des locaux en fait qui sont en train de m'expliquer que ils partent en vacances, qu'ils se sentent plutôt safe la plupart du temps. Après, il y a des zones où t'allais pas trop. Enfin, tu vois, t'as certaines zones qui sont toujours, je crois que c'est en jaune ou en orange sur la carte du MAE, peut-être rouge, où t'es pas censé aller, ou alors on te décommande, on te recommande pas en tout cas d'y aller en tant que touriste. On a cette grosse discussion, et puis là, je me donne envie de relancer la destination, quoi.
Et là, j'en parle à l'époque au directeur des opérations, Benjamin, chez Voyage Privé. Et il me dit, mais bien, le MAE, il l'a pas autorisé à atterrir. Il me dit, non, mais bientôt, je suis sûre que ça va arriver. Je dis, c'est logique. Donc, j'avais analysé le truc, j'avais réfléchi à mon sujet. Et il me dit, écoute, moi, à partir du moment où il y a réautorisation d'atterrir et d'aller sur la destination, pas de problème, je valide. Il me dit, après, il te faut la validation de la direction. Et là, ça a été... j'ai attendu, puis pas évident, parce que je voulais relancer la destination, il me fallait quand même l'aval de ma direction pour le faire. J'avais pas trop dit aux réceptifs sur place et aux hôteliers que je voulais la relancer, enfin, que j'allais la relancer en tout cas, enfin, parce que j'étais persuadée qu'ils diraient oui, côté direction. Euh, euh, mais j'avais commencé à tâter le terrain, s'il commençait à avoir des touristes, etc. Et j'avais été un peu informée, on avait échangé aussi avec d'autres tour opérateurs qui eux bossaient beaucoup sur la destination. Et donc on en avait parlé, on avait parlé de Nouvelles Frontières, on avait un petit peu échangé sur voilà, la relance, qu'est-ce qu'ils allaient faire. T'étais pas dans un mode compétitif quand t'es sur une relance de destination comme ça qui a subi des difficultés et une telle violence en fin de compte. T'es plus sur une réflexion sur ok, comment on va renvoyer des touristes, parce que au Kenya la part du tourisme est assez importante et très représentative, et c'est vrai que ça a été un coup mais super dur pour le pays quoi. Et en fait quand le MAE a décidé de réautoriser le peuple français d'aller sur le territoire, autant te dire que j'ai pas frappé à la porte de mon DG, je suis rentrée dans son bureau en lui disant bon Seb, on va relancer le Kenya. Pardon. Non mais j'ai une stratégie à mettre en place. J'ai déjà tout réfléchi. Et j'ai un DG à ce moment-là, mais espèce de rire qui me regarde, qui me dit t'as l'air tellement sûre de toi. Ah ouais, je le suis. Hein. Ah ouais, je le suis, c'est sûr que ça va marcher. Et est-ce que ça a marché du coup? Est-ce que ça a pris? Est-ce que parce que pousser une destination comme ça après un événement tragique comme un attentat, c'est aussi du positif parce que c'est pour aussi aider la destination. On le voit récemment avec le Maroc pour les intempéries et le drame qui s'est passé récemment. Donc le fait de pousser la destination aussi, c'est montrer qu'on soutient en quelque sorte les habitants, le peuple. Donc c'est complètement. Ça vaut le coup de le faire et de pousser la porte pour insister à relancer la destination. Est-ce que ça a pris? Est-ce que ça a permis de te positionner différemment par rapport aux concurrents aussi, qui mettent plus de temps à relancer? Alors oui, ça a pris. Ça a pris. On a énormément travaillé le truc, la prod avec mon réceptif sur place, qui était qui est juste génial. Et il faut vraiment se reposer un peu sur la connaissance des réceptifs et sur leurs réflexions. Échanger, partager, le but il est commun en fait. C'est là où tu vois, quand je parlais d'authenticité quelque part, tout dépend de ton intention. Et plus t'as envie et plus tu donnes, et puis d'un autre côté on va te donner aussi quoi. Et ça marche comme ça, on reste des humains. Et donc on a travaillé sur une prod totalement différente de ce qui était fait auparavant. Nous, on a axé sur le balnéaire et après le safari. Voilà, ce qu'on mettait en avant principalement, c'était ça. Et alors, on intégrait toujours un peu de safari dedans parce que c'est juste fabuleux à faire, quoi. Enfin, moi, la première fois que j'ai fait un safari, c'était au Kenya, hein, et dans le cadre de mes congés. Et moi, j'étais un enfant de 5 ans, quoi. Enfin, j'ai été la petite fille à l'intérieur, tu sais, qui a des yeux émerveillés. Enfin, j'ai dû faire 3500 photos. Et donc ouais, on a travaillé vraiment différemment, vraiment très différemment. Et donc ça a amené la destination à être vue aussi différemment. Et comment tu fais et comment tu bosses sur une desti qui a vécu autant de difficultés, des drames comme ça, des tragédies, qu'on soit sur un phénomène terrestre, phénomène climatique, un phénomène violent. C'est dans tous les cas difficile. Je pense qu'on a des stratégies à mettre en place qui sont différentes, totalement différentes. Il y en a certaines qui sont plus difficiles à travailler que d'autres. Hashtag Sharm el-Sheikh. Je pense que c'est jamais revenu sur le marché comme ça avait pu l'être avant.
Par contre, faut réhabituer l'utilisateur, le client, Ouais, oui, l'utilisateur de la plateforme quand tu vas en voilà. ligne, notamment en voyage privé. Ouais. Et l'utilisateur, oui, quand je dis l'utilisateur, en fin de compte, c'est la personne qui va utiliser le site web, utiliser la plateforme, ouais, comme tu dis. Le potentiel client à se réhabituer à la destination. Alors moi, Hmm. j'avais un petit truc des fois pour lancer des ventes flash au bon moment, c'est que je me servais des documentaires télé. Bien, ils refont apparition là pour le coup pour ta programmation de vente flash. Oui, bah Ouais. c'est lié, hein, même dans l'événementiel, dès qu'il y a un buzz un peu télévisuel, les sujets sur lesquels vont traiter la télé, Mm. ça a un impact fort sur le consommateur. On est sur un média qui touche X millions de la population, quoi. Donc forcément, enfin, moi je trouve ça super dommage là de pas t'en servir en fin de compte, de pas être à l'écoute. C'est pour ça que je dis qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut se renseigner à tous les niveaux. C'est que tu utilises toutes les plateformes pour te renseigner, mais tu peux aussi utiliser toutes les plateformes pour t'en servir dans ta commercialisation, tu vois. Et je- quand on quand on prend le temps de voir ce qui se passe autour, que ce soit sur une plateforme audiovisuelle, une plateforme radio, une plateforme web, ou autre, hein, quelle qu'elle soit, ça peut être la presse, etc. Tout dépend de la cible aussi que tu as. Si tu as une cible de masse, ouais, tu vas pas aller feuilleter un magazine féminin, voilà, Hmm. c'est pas forcément là que tu vas trouver le plus. Si t'as par contre, si tu as une cible ultra féminine qui veut faire tel type de voyage, voilà, enfin, tu vas axer là-dessus, tu vas voir en fonction de la publication mensuelle qui est concernée. Bon, bah, boum, hop, tu mets ton produit à la même période. Bah, même principe avec un documentaire télé. Bon, à un moment donné, on s'est posé la question chez Voyage Privé, mais comment ça se fait qu'on va autant sur telle destination? Ah, il y avait un docu sur TV5 Monde il y a 2 jours. Enfin voilà, des trucs tout bêtes comme ça. Et moi, j'avais des partenaires, enfin des fournisseurs, avec lesquels, enfin, que j'appelais des partenaires, si tu veux, parce que justement, on bossait vraiment en partenariat. Et en fin de compte, c'est peut-être ça, c'est la perception aussi que tu as avec les acteurs avec lesquels tu travailles, que ce soit tes clients ou tes fournisseurs. Enfin voilà, comment tu les dénomines. Moi, la plupart du temps, j'appelle ça des partenaires, quoi, Hmm. parce que tu sers un objectif commun. Que ce soit un projet, que ce soit... Enfin, c'est toujours un projet pour moi, en fin de compte. Et donc, ouais, tu te bases un peu sur tout, quoi. Donc, moi, c'était les débuts de mon growth hacking, c'était utiliser les documentaires télé pour Pas mal. positionner des ventes flash en même temps. Belle transition sur le sujet. Et justement, avant de développer un peu ce terme et que tu nous parles un petit peu de cette thématique-là et surtout de cette stratégie marketing, parce qu'on a l'impression qu'elle est nouvelle, mais elle a été créée il y a bien bien longtemps et tu nous en parleras. Est-ce que avant tu peux nous raconter une true story, parce que c'est le Oh. concept de l'émission, sur un des meilleurs deals que tu as pu faire, un des meilleurs achats, une petite histoire que tu as en tête, qui t'a marqué et qui t'a permis d'avoir un super deal pour une OP. Est-ce que tu en as un en tête ou plusieurs? Je réfléchis. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci, prends ton temps. J'en ai 10 à l'appel, là. Ouais, alors, faut pas que Euh, ce soit trop long, mais le problème, parce c'est qu'on que a... celle à laquelle je pense le plus, c'est la plus longue. Je pense que je peux t'en raconter très très rapidement deux. Ok. La première, c'est faut j'ai envie de la définir en disant faut vraiment avoir peur de rien. Euh, j'ai fait une de mes plus grosses négociations entre 20h et 4h du matin. Ça a été, je pense, la plus longue de ma vie en termes de délai et d'intensité. Ouais, parce que ça a duré 2 ans avant qu'on arrive à trouver un accord potentiel. Mais je pense que la première force, c'est la détermination. Et de ne pas rester sur des a priori en fin de compte. Et tu sais, quand on rencontre quelqu'un, tu rencontres n'importe qui, tu vois, tu vas toujours avoir une première idée de la personne. Et, euh, et c'est drôle parce que cette personne, hein, que tu connais en plus, hein, appelons-le Charles. Voilà. Charles, ça va très bien. Ça lui va tellement bien. Euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur un salon. Et il m'a trouvée prétentieuse et arrogante. Alors qu'en fait, j'étais mais incroyablement intimidée. Il était avec un de ses collaborateurs.
Et j'étais intimidée, je me suis dit, mon Dieu, si je leur parle, ils vont me croquer toute crue. Je vais pas faire 2 minutes. Et donc, et en fin de compte, cette timidité est passée pour de l'arrogance. Ok. Ouais. Et pour contextualiser encore une fois, ce fameux Charles, c'était le patron d'un grand hôtel, c'est ça? Ouais, Du côté ouais, des Émirats? par exemple. Ok. Ouais. Et eux, ce que j'appelle un peu des vieux de la vieille, enfin, avec une expérience largement au-dessus de la mienne, et, euh, et des mecs implantés dans le secteur depuis X années, et qui sont des pointures dans leur job. Donc ouais, moi, intimidée, et, voilà. Mais en fin de compte, c'était plutôt pas mal que ce soit passé pour de l'arrogance, parce que j'ai pu m'en servir après. Et je crois que je ne lui ai jamais dit, et je pense qu'il il le découvrira en écoutant, s'il écoute, que c'était profondément de la timidité. Et ce qui me connaît maintenant, et sait que je suis pas forcément timide à la base, mais ouais, j'étais assez impressionnée avant de cette première rencontre. Et au final, on n'a absolument rien négocié ensemble les premiers temps. Ça a pris un temps, mais incroyable, avant qu'on trouve un terrain d'entente. On n'était pas du tout en phase. On jouait pas le même game. On n'avait pas la même vision. Et en fin de compte, ce qui fait qu'on a cartonné à l'époque. Mais vraiment, c'est qu'on forme une équipe ensemble en fait. On a formé une super équipe ensemble, on a vu les choses autrement. On a commencé à écrire une stratégie ensemble, à voir plus loin que ce qui nous était offert. Et à l'époque, nos deux entreprises, donc moi un voyage privé et lui un hôtel sur la péninsule arabique, nous ont permis aussi d'aller vers ça et ils nous ont pas limités. Et surtout, enfin lui il risquait pas d'être limité vu son poste. Moi j'étais acheteuse mais la proposition a surpris la direction et en même temps ils m'ont laissé carte blanche pour continuer. Avec des limites, hein, bien sûr, je ne pouvais pas négocier n'importe quoi. Mais j'étais très claire sur le fait que avec Charles justement qu'il y aurait une validation de la direction, quoi, que tout ce sur quoi, même si moi je fais une proposition ou quoi que ce soit, ça reste de la proposition et il n'y a pas d'engagement tant que la direction n'a pas validé. Donc on a coécrit le projet et ça a été une vraie réussite. Ça a été une vraie réussite, ça a été une belle expérience en plus parce que on était en plus sur une destination, quand je te parlais de destination que je rejetais au départ, bah, c'était celle-là. Ok. Et que j'ai appris à découvrir différemment et qui est souvent mal vu parce qu'on est sur une catastrophe environnementale sur plein de niveaux, mais où aussi on est d'un autre côté sur un pays qui est aussi en train de faire énormément de recherches sur l'écologie et sur comment vivre dans un cadre plus entre guillemets éco-friendly quoi. Donc voilà, donc t'as un peu un paradoxe, enfin, comme on peut en avoir toujours. Et moi, c'était une destination dont j'étais pas des plus fans au départ, et où au final, quand je l'ai découverte, mais je suis tombée des nues, quoi. J'ai découvert un pays hyper avant-gardiste, avec une forte ouverture d'esprit. Alors que c'était pas forcément l'idée que j'en avais au départ, et l'idée qu'on s'en fait en plus. Et comme quoi, faut pas rester sur ses a priori. Bah, notamment ni avec Charles, ni avec le pays, faut pas rester sur ses a priori. Et donc on a co-construit ce deal en faisant un vrai plan marketing derrière. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas limité à la négociation, on ne s'est pas limité à j'achète tel prix, tu me vends tant. Non, on a travaillé ensemble. Combien ça doit coûter pour un client pour que ça convienne à sa vision du budget sur telle période. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment positionné en user-centric, quoi. Enfin, comme on disait à l'époque, en consumer-centric. Voire même plus, j'ai envie de dire, parce qu'on est carrément parti à l'époque, alors on est en 2016, on est carrément parti sur une expérience, quoi. Nous, on était complètement à fond dans notre truc, c'est, ok, on va, sur la partie tarification, il faut pas qu'on raisonne en tel prix à ce moment-là, tel truc, saisonnalité, ok, oui, il y a tout ça à prendre en compte, etc., ok. Mais par contre, le client, il attend quoi? Il a quel budget à peu près, enfin, tu vois, à quel moment? Sur quoi il faut aussi s'adapter? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut proposer qui va toucher plus les familles? Qu'est-ce qu'on peut proposer qui va toucher un petit peu plus tel type de clientèle? Voilà, essayer de répondre à toutes les envies. Donc ça, on a quand même réussi à le faire à l'époque, tu vois, sur une seule et même vente. Voilà. Après, on a bossé sur l'aspect marketing. Il y a eu un gros plan market de travailler.
grande chance, une émission de télé 2 jours avant le lancement, voilà, qui était un documentaire. Donc voilà, on a tout calibré en fin de compte pour que ce soit un peu déjà dans l'esprit des gens, que ce soit présent et que ça déclenche l'acte d'achat, voilà, plus facilement. Et c'est vrai que quand tu as plusieurs canaux, tu bosses sur différents canaux médiatiques, ça déclenche plus facilement. C'est vrai que tu bosses sur des réseaux sociaux en même temps que tu vas bosser sur. Il y a eu un docu sur la destination quelques jours avant. Tu vas peut-être avoir ton produit dans la newsletter. Ça le met un peu plus en avant. Enfin, des choses comme ça où tu vas pouvoir offrir de la visibilité. Et ça, en fait, on l'a vraiment travaillé ensemble. Et on a vraiment tout suivi ensemble, même après le débrief. Et puis, on a fait. Je peux pas dire. Enfin, je pense pas que je puisse dire les chiffres, donc je me permettrai pas. Et ça a été un record. C'était une grosse réussite, quoi, qui a marqué la boîte. Ils s'y attendaient pas, une réussite comme ça. La boîte s'y attendait pas à l'époque, surtout sur une destination entre guillemets secondaire, c'est-à-dire qui pesait pas lourd en fin de compte dans le portefeuille, qui d'un coup est devenue une destination qu'on considère un peu plus. Hein. Et ça, c'est là où tu te dis, en fin de compte, faut pas te limiter, quoi. T'es capable de faire des prouesses sur d'autres choses. Et c'est aussi quelque part ce qui a été déclencheur de mon départ de chez Voyage Privé. Hein. D'avoir réussi ça, parce que c'était dans les idées un peu que je pouvais avoir déjà en entrant dans la boîte, dans la vision que moi je pouvais avoir. Mon envie, c'était de me dépasser. J'avais pas envie de faire mes achats et puis me cantonner à ça. Et puis, moi, si je fais ça, je m'ennuie, je tourne en rond dans mon bocal et il se passe rien. C'est pas trippant, quoi. Moi, j'ai besoin de diversité, de challenge, etc. Là, il n'y avait pas de possibilité chez Voyage Privé à cette période-là. Et c'est ce qui a fait que je suis partie, c'est que j'avais un peu atteint tous les trucs, tous les challenges que je m'étais donnés. Et puis, j'allais m'ennuyer après. J'allais m'ennuyer, c'est bon. J'allais retomber dans un cycle et c'était pas ce dont j'avais envie, donc je suis partie. Je suis partie vivre d'autres expériences, quoi. Oui, et tu pars aussi sur une bonne note après avoir accompli quelque chose de grand. Donc, on rêve tous de laisser sa petite touche comme ça avant de partir. Oui, des années plus tard, c'est oublié. Hein. Oui, c'est sûr, mais en tout cas, tu le gardes aujourd'hui et c'est l'expérience que tu m'évoques quand je te demande une true story. C'est hyper intéressant. En plus, ça prouve encore une fois que prendre du temps, travailler dur, c'est ça qui sont toujours les clés du succès. Il n'y a pas de secret. Et de ne pas se limiter, tu le répètes tout le temps depuis le départ, mais c'est une ligne de conduite à garder et à suivre, parce que au premier abord, on peut avoir des freins. Des freins, et derrière, ça peut emporter la belle histoire que tu viens de nous raconter. Écoute, je te remercie pour ce beau débrief. Pour revenir à ton growth hacking avec les documentaires, pour la belle transition, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce terme qu'on entend de plus en plus, même à travers des documentaires d'ailleurs aussi, ou des émissions sur ce sujet-là. On a l'impression que ça a explosé ces dernières années, mais c'est quoi exactement? Parce que quand on fait des petites recherches, on l'associe souvent en disant que le growth hacker, c'est un ninja du marketing. Toi, tu le définis comment, le growth hacker? Je pense que ça, c'est une bonne définition quelque part, ouais. C'est un ninja du marketing, c'est un penseur décalé aussi. Je pense que c'est 2 termes que je reprendrais, ninja du marketing ou penseur décalé, ouais. Je pense qu'il faut pas, c'est surtout quelqu'un qui a pas de limite aussi, hein. Parce que dans le growth hacking, comme je disais, ça va être encore une fois vraiment ma vision, hein, parce qu'elle est plutôt décalée par rapport à ce qu'on peut entendre la plupart du temps, si tu veux, tout ce qui est la stratégie de lead acquisition, génération de trafic, etc., et qui sont mises en place et qui sont un petit peu ce qu'on entend depuis quelques années maintenant. Et pour moi, c'est rébarbatif, si tu veux. Pour moi, le growth hacking va plus loin que ça. Même si tu as des stratégies qui sont impérativement à mettre en place pour générer du trafic sur ton site, par exemple. Il y a certaines strates qui sont énormément abordées maintenant, etc. Sauf que c'est un peu dommage, ça fait 10 ans qu'elles existent, 10 ans qu'elles sont mises en place. Donc pour moi, ça veut dire que ça s'essouffle. T'es plus dans le growth.
Tu es dans le growth parce que oui, tu vas rentrer beaucoup, mais tu n'es plus dans le growth. Et surtout, tu n'es plus du tout dans le hack. Parce que tu ne te renouvelles pas. Et le growth hacking, la première chose, je me fais encore une fois revenir dessus, c'est penser à côté, c'est pas se limiter, c'est voir plus loin, c'est t'ouvrir au champ des possibles et surtout ne pas avoir de frein. Si, bémol, la loi. Forcément, Voilà. Ça c'est le nerf de la guerre. Restons dans la légalité. Mais c'est vraiment ça qu'il faut utiliser quand c'est toutes les possibilités. Quand tu vois ce qui peut être fait ou au travers de, par exemple, je sais pas, un hôtel qui va se lancer, qui n'est pas connu du tout, tu le mets sur une plateforme de vente flash, demain tout le monde le connaît, tu vois. Tu es en train de faire du growth hacking quelque part là. Tu vois ce que je veux dire, c'est le... Ouais, c'est clair. Tu sais, moi, en préparant un petit peu cette émission, je me suis rendu compte que le terme, il est apparu déjà dans les années 90. Et t'as une histoire avec la boîte Hotmail. Je sais pas si tu la connais. J'en ai une autre pour toi. Ah ben, je veux bien que tu me la racontes après. Moi, celle-là, elle m'a quand même marqué. C'est en 96, Hotmail a fait une grosse levée de fonds. Et ils cherchaient tous les moyens pour obtenir un maximum de clients en ayant des dépenses en campagne publicitaire hyper limitées. Ouais. Et tu as un monsieur qui s'appelle Tim Draper qui est venu proposer clairement un hack. Ouais. D'abord en faisant un point et en étudiant ce qui va et ce qui ne va pas chez Hotmail. Et la première des choses qu'il remarque, c'est que plus de 80% des nouveaux inscrits, ils avaient entendu parler du service par un ami. Donc lui, il se pose ça là-dessus, il dit bon, ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne. Ben, qu'est-ce qu'il a créé? Il a simplement intégré à toutes les signatures mail de Hotmail un PS automatique qui dit I love you, get your free mail at Hotmail. Et avec ça, ils ont juste explosé en termes de chiffre d'affaires derrière et d'acquisition client. Donc là, ils le vendent comme le première action growth hacking au sein d'une entreprise. Génial. Et on est sur du online. Exactement. Toi, tu avais une autre histoire comme ça qui a marqué? Je trouve l'idée géniale parce qu'en fin de compte, ils utilisent le réseau justement de leurs utilisateurs pour pouvoir en toucher d'autres. Où là, on est vraiment, on est sur une story qui est juste fabuleuse. Ouais. Tu l'as aussi chez Apple. Hein. Tous ceux qui ont un iPhone, ils savent, quand on envoie un email via ton iPhone, il y a toujours marqué à la fin « Envoyé de mon iPhone ». Donc là, je pense qu'ils ont un petit peu repris cette stratégie-là. C'est très bon. C'est très bon. C'est très très fort. Mais il y a une multitude d'exemples, surtout des grosses entreprises aujourd'hui qui font référence à ces différentes stratégies-là. Je sais que tu as Twitter aussi qui s'était rendu compte que les utilisateurs actifs de cette plateforme suivaient en moyenne une vingtaine de personnes et que les autres, souvent, ils étaient inactifs sur le compte. Donc c'est là qu'ils ont décidé, dès l'inscription, de proposer, de suggérer des personnes de ton entourage ou pas, ou qui correspondent à tes critères. Et ça a fait aussi la performance de la plateforme, avant qu'elle soit dans les mains d'Elon Musk, parce que d'ailleurs je dis Twitter, mais c'est X maintenant. Oui. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Instagram aussi, tu as le fondateur Kevin Systrom qui avait lancé une application avant de créer Instagram qui s'appelle Burbin, qui était un peu similaire à Foursquare, et elle permettait de fixer des rendez-vous et de s'envoyer des photos. Et son créateur, il a vu que clairement, c'était plus les photos qui étaient utilisées. Donc là, il a eu l'idée de créer Instagram. Donc on se rend compte que le growth hacking, il te permet à la fois de faire des one-shots qui sont forts, parce qu'il faut le renouveler toujours. Ça sert à rien de garder ta même stratégie, puisqu'elle n'est plus en growth hack si tu la réitères. Mais des fois, qu'elle permet même de créer une entreprise. Donc il y a vraiment un avantage concurrentiel à être dans cette démarche-là. Mais comme tu le disais, il faut un peu sortir de son mindset. Est-ce que tu aurais des clés pour les utiliser dans n'importe quel secteur d'activité que les entreprises pourraient
voilà, des petites astuces pour en sortir une ou plusieurs? Ouais, c'est pas évident, parce que je pense que pour moi, c'est vraiment une question de mindset en fait. C'est vraiment une question de réfléchir et d'aller plus loin. Et de la même manière que c'est le cas dans la négociation, ne te limite pas, sois toujours ouvert, ne ferme pas, ne fais pas de déduction, ne crois pas que ça ne marchera pas. Ose, essaye, dans la limite du respect quand tu es en égo, et dans la limite de la légalité quand tu es sur de la stratégie de growth hacking. Et respecte aussi les autres dans le growth hacking quand même. Mais oui, utiliser leur visibilité, c'est pas illégal, quoi. C'est du temps que tu n'utilises pas la marque, sans autorisation, etc. etc. Pense à côté, renouvelle-toi, tout ce que tu n'as jamais osé faire ou quoi que ce soit, dis-toi que tu peux y aller là. Tu peux vraiment y aller. Ne t'arrête pas. Et ce qu'on disait, les freins psychologiques, je pense que c'est ce qu'il y a de pire à tous les niveaux. On a parlé de négociation, on parle de growth hacking. À tous les niveaux, les freins psychologiques, c'est ce qu'il y a de pire. Et faut pas se limiter, faut aller plus loin. Et surtout, faut être conscient de ses propres limites, mais aussi des limites potentielles de l'autre. Je reprends sur la négo, si tu veux. Là, par exemple, il y a des sujets qu'on n'apprend pas suffisamment, je trouve, en négociation, justement, sur lesquels on devrait se former. Mais aussi côté marketing, sur lesquels on devrait se former, c'est tout ce qui est de l'ordre des biais cognitifs, par exemple, qui sont utilisés dans le web, qui sont utilisés en négociation. Après, moi, je recommande toujours, j'enseigne auprès d'écoles de temps en temps, et justement en achat et négociation, et on aborde ces sujets-là. On aborde les sujets de biais cognitifs, et moi, je recommande toujours, et je dis toujours à mes étudiants de faire hyper attention, parce que t'es sur des sujets qui utilisés à mal escient, mauvais escient, pardon, c'est dangereux et c'est pas bien. C'est pas bien, je tapais sur les doigts, quoi. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Donc voilà, prends conscience. Prends conscience que l'être humain fonctionne comme ça, qu'il peut avoir des fonctionnements biaisés en termes de réflexion. Et ça, c'est des sujets qu'on aborde de plus en plus maintenant auprès des étudiants, mais qu'on a tendance à oublier aussi après, alors que quand tu bosses sur de la négociation, de l'achat et de la négociation, et quand tu bosses sur du growth hacking, t'as les mêmes choses en fin de compte à étudier quelque part. Parce que ton objectif, c'est de vendre, dans les deux cas. Donc, et en fin de compte, quand tu réunis les deux, là, tu peux atteindre des sommets. Parce que si tu es un acheteur et que tu comprends pas le marketing, c'est quand même un peu dommage, quoi. Tu te limites énormément, hein, parce que c'est en travaillant avec ton équipe marketing que tu vas pouvoir mettre des strates en place. Et inversement, ton équipe marketing, elle a besoin des retours clients, de savoir pas que les retours clients côté web ou stats, etc., mais d'avoir les retours de l'humain, tu vois, du client final, des réceptifs quand tu discutes avec eux, de comment ça se comporte, etc., pour pouvoir matcher les deux. C'est bien d'utiliser la statistique, et moi je suis 100% pour, mais par contre, je trouve ça mieux quand tu la mélanges à l'expérience personnelle. Alors, faut pas oublier que les stats market, on sait très bien que la plupart du temps, tout ce que le client, entre ce que le client fait et ce que le client dit, il y a toujours un delta. Non pas parce qu'il a envie de mentir, forcément, mais parce qu'il oublie, de base. Donc voilà. Et dans les deux, dans tout ce que tu fais, en fin de compte, se mettre des freins psychologiques, c'est se bloquer, c'est pas avancer, c'est trop dommage, quoi. Faut y aller, faut tenter, quoi. Faut tenter. Puis de toute façon, ce qu'on te recommande maintenant, c'est de faire du test and learn. Fais du test and learn à tous les niveaux. Ouais, il y a des fois, j'ai eu des négociations qui étaient hyper tendues. Je crois qu'une des fois où j'étais au bout du bout, je disais, de toute façon, elle veut pas me filer son hôtel, elle, tant pis, j'abandonne. Je suis arrivée sur un salon, je l'ai vue, je lui ai dit, bonjour Margrethe, je sais plus au hasard, ça va, etc. C'était pas la première fois que je la voyais, je lui ai dit, je vais me chercher un café, tu veux un café? Elle me dit, oui, je voudrais bien un café crème et tout, avec de sucre et tout. J'avais printé, j'avais imprimé un document avec le nombre de nuitées que je faisais sur la destination, voilà, son hôtel, sans mettre les chiffres d'affaires à côté, sans mettre le nom de l'hôtel parfaitement. J'avais un peu... voilà, mais les chiffres étaient vrais. Puis pouf, je l'avais laissé sur son bureau le temps d'aller lui chercher un café. Jamais cette femme m'avait considérée. Et puis là, tout à coup, c'est... on va s'asseoir, etc. Machin, est-ce que tu veux une coupe de champagne? Je suis passée du café au champagne. 10h du matin, c'était intense. Donc voilà, donc il y a des trucs, faut oser, quoi. Là, je reviens un peu sur les achats en te parlant de ça.
où faut oser, enfin, faut être stratège, quoi. Des fois, faut être stratège. Et d'un autre côté, côté growth, si tu veux acquérir plus de clients, c'est du boulot, en fin de compte, c'est mettre en place des strates qui marchent. Déjà, c'est mettre en place tout ce qu'il faut pour, si on parle de site web, pour que ton site il soit nickel chrome avant de faire venir du trafic. Moi, typiquement, je comprends pas que tu oses faire un site qui marche pas avant d'essayer de faire venir d'essayer de faire venir du trafic avant même d'avoir un site qui fonctionne correctement. Tu crées une déception chez ton utilisateur qui est juste monstrueuse. Déjà, de commencer à faire les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Deux, que les gens qui font des sites internet et qui sont pas compétents pour ça, arrêtent de le faire, quoi. Je suis sûre qu'ils sont très compétents pour d'autres choses. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui sont fabuleux, qui sont souvent des fois un petit peu plus chers, parfois un peu moins chers, dépendamment de la période dans laquelle ils sont, ou des boîtes. Arrêtons d'essayer de faire des choses sur lesquelles on n'a pas la compétence, quoi. Orientons-nous sur d'autres choses. Et en permanence, essayons de nous améliorer. Parce qu'en fin de compte, si tu essaies toujours de t'améliorer, ton growth, il sera là. Tu vois, si tu es à l'affût des nouvelles technologies, si tu es à l'affût de ce qui se passe, etc., tu peux acquérir. Les premiers qui sont sur le métaverse, qui vont mettre un t-shirt à leur marque ou quoi que ce soit, et tu as, 400 000 personnes qui se connectent et qui, ton t-shirt, il déchire. Oh, trop bien, je veux le même sur le métaverse. Boum, je l'achète 10, 15 $, 20 $, enfin peu importe le prix, quoi. C'est d'être au bon endroit aussi au bon moment, de ne pas oublier son marché, de ne pas oublier qu'il faut. Et ça marche pour tout, ça. Le bon endroit au bon moment, c'est aussi une question de rencontrer son marché au bon moment, de faire les actions à des moments spécifiques, d'être intelligent là-dessus. Enfin, t'évites de faire un lancement de boîte le 31 décembre au soir, peut-être. C'est un exemple, je ne sais pas si ça pourrait. Je comprends complètement le hack que tu es en train de nous donner, et c'est toujours la même ligne de conduite, c'est être open mind et précurseur aussi en essayant des choses. Complètement. Je pense qu'on peut le résumer de cette façon-là. Sur le growth hacking, c'est essayer les choses, parce qu'à un moment donné, ça va matcher, se différencier et toujours être à l'affût sur les différents canaux, les différentes relations humaines qu'on peut avoir, pour vraiment capter le petit détail qui va permettre de matcher et de faire la différence. Et c'est ce qui va faire la différence en plus. Parce que si tu mets en place toutes tes stratégies classiques, en fin de compte, qu'on retrouve la plupart du temps et qui sont conseillées de toute façon et qu'il faut mettre en place pour déjà être visible, parce que c'est déjà pas évident d'être visible, déjà, on parle de web, ailleurs c'est pareil, hein, c'est compliqué aussi. Et de pas hésiter en fin de compte à tester des trucs ou à reprendre des choses qui ont déjà été faites en hors média. Parce qu'en fin de compte, là, on parle du web, on parle du média, mais typiquement, toutes les stratégies de growth hacking, tout ce qui est en place, tout ce qui existe au niveau market, c'est aussi quelque part inspiré de ce qui était en hors média avant que les médias web notamment explosent. Donc on reprend des techniques. Là, on est peut-être passé, qui sait, sur une technique qui existait dans les années 70 et qui cartonnait, qu'on n'a pas réutilisée et qu'on pourrait très bien calquer sur du web. Tu vois, il y a peut-être des, tu vois, on peut aussi reprendre de ces choses-là, de l'idée, de l'imagination. En fin de compte, c'est ça, pour moi, c'est une question de mindset. Pour moi, le growth hacking, c'est pas je mets en place ma strat, machin, je fais tant de pourcents de Google Ads, je fais tant de ceci, tant de cela. Non, pour moi, ça, t'es dans de la strat marketing. C'est ce qu'il faut, c'est ce dont tu as besoin, etc. Tu travailles ton SEO, tu travailles ceci, tu travailles cela. Ça, c'est ta nécessité. Pour moi, ton growth hacking, c'est quand tu as sorti quelque chose qui est différent de ce qui est attendu. C'est clair, et je pense que ça va être le mot de la fin. Ça fait une belle clôture, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Myriam, je te remercie énormément d'avoir échangé en totale transparence, avec toujours ton authenticité qu'on apprécie. C'était un épisode très intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. On se retrouve très prochainement sur toutes les plateformes podcast dans un nouvel épisode de True Story. Merci pour votre écoute, à très bientôt, et merci encore Myriam. Merci Jonathan, au plaisir.